Salut tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre que la musique se termine doucement. Voilà. Alors, donc, bienvenue sur Futur Immédiat, donc un épisode du jeudi midi, on n'en a pas souvent, et en fait la plupart du temps c'est pour une raison très simple, c'est mon invité qui devient un habitué, Michel. Salut Michel, alors attends, hop, voilà, je te unmute. Salut Michel, donc mon invité Michel Boens, hein, qui, Salut Raphaël. comme maintenant, voilà, un habitué sur un thème qu'on pousse et qu'on explore, qui sont les communs. Alors ici, en fait, le format est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude sur Futur Immédiat. C'est plutôt un travail qu'on fait ensemble, en public, mais qui sert à documenter une série de faits. Et donc on est parti sur plusieurs épisodes. On en a déjà fait un épisode zéro entre guillemets, qui était un épisode qui servait à baliser un peu les lignes conductrices de comment on va discuter. Et alors je vais partager cet écran. Si tu te rappelles, Michel, de ce qu'on avait fait. On avait fait un mind map avec les grandes lignes sur les points d'attention. Et j'ai également mis ici ce que tu m'avais demandé de rajouter pour pas qu'on l'oublie. Alors pour l'instant, c'est pas Oui. rangé, c'est juste en ajouter. Mais donc voilà, donc ici le but c'est de couvrir dans le nombre d'épisodes suffisant. On est parti pour une heure et demie plus ou moins. Et l'idée c'est de faire autant d'épisodes que nécessaire pour documenter les communs dans l'histoire. Et donc ici on va réunir deux passions de Michel qui sont les communs, et deux, la méta-histoire, et essayer, en faisant ça, de documenter. Donc moi, mon but après, ça va être d'essayer d'avoir un transcript de l'émission, et puis progressivement de pouvoir en faire quelque chose, comment dirais-je, de documenté. Donc en fait, ici, le but premier de nos conversations, Michel, c'est moins le fait de construire une interview classique, que de vraiment travailler et de pouvoir documenter le travail. Donc voilà, ça c'est un peu le sens de la démarche pour ceux qui nous écoutent, et pour ceux qui nous reverraient éventuellement en replay sur YouTube. Et donc voilà, on va travailler sur base de ce canevas entre guillemets qu'on a établi. Et donc en gros voilà, hein, donc si je dois résumer, Michel, ce qu'on avait dit, enfin principalement ce que tu avais dit, hein, pour être tout à fait honnête, il y a 4 modes d'échange de type de valeurs dans l'histoire de l'humanité. Il y a les communs, hein, donc une série de choses qui sont partagées en commun et auxquelles chacun amène de la valeur. Le don, et donc on offre quelque chose dans l'espoir après de recevoir autre chose. Euh, tout ce qui est échange de valeurs hiérarchiques, féodales et étatiques, et donc en gros, on donne de l'argent à une hiérarchie dans l'idée de recevoir des bénéfices structurels, la sécurité, l'infrastructure, les soins de santé, ce genre de choses. Et enfin, l'échange de valeurs de type marché, et donc vente, achat, spéculation, location, enfin tous ces trucs-là. Alors, on a cinq types de types d'échanges: les échanges physiques, sociaux, de connaissances, urbains et cosmolocaux. Oui, en fait, je vais peut-être te reprendre là parce qu'en fait, ça, c'était une histoire des communs. C'est-à-dire que, si tu veux, je refais en Tout à fait. bref, hein. Comme ça, les gens sont on board, comme on dit. Donc, en fait, les premiers communs, c'était des communs physiques. Donc, c'est des forêts, des rivières, s'organiser pour la pêche, pour qu'il n'y a pas de surpêche, les flancs de montagne en Autriche et en Suisse, etc., etc. Donc, c'est des communs physiques. C'est des communautés qui s'auto-organisent pour préserver une ressource dont leur survie dépend. Voilà. Alors, sous le capitalisme, c'est un système qui croit à la propriété privée et qui ne croit pas du tout au commun. Et donc là, il y a vraiment de façon assez massive une enclôture des communs. Donc on commence physiquement à mettre des clôtures dans les champs et
vois, la propriété dans le monde féodal, c'était beaucoup plus quelque chose d'une lignée féodale. Il fallait que le maître, il préserve tout pour sa famille, et les serfs qui travaillaient sur sa terre, c'était ses enfants. Il devait les protéger, faire en sorte qu'ils ne mourraient pas de faim, etc., etc. Mais dans la propriété bourgeoise, là, c'est vraiment, tu es maître absolu d'un terrain. Et donc, du coup, si tu sais faire plus d'argent avec les moutons avec les hommes, ben, tu vas chasser les hommes et tu gardes les moutons. Et donc, à partir surtout du XVIe siècle, il y a ce grand processus qu'on appelle les enclotures, des enclosures en anglais, qui est une décommunication de la terre en Europe. C'est la première brèche dans le concept des communs, quoi. Voilà, voilà. Et alors, donc, ce qui se passe à ce moment-là en Europe, hein, c'est-à-dire que les campagnes commencent à se vider et les villes commencent à se remplir. Donc, c'est le prolétariat, donc la classe ouvrière naissante, qui sont en fait des paysans qui ont été chassés de leurs terres. Et qu'est-ce qu'ils font puisqu'ils n'ont aucune protection? C'est le laisser comment, hein, c'est l'économie laisser faire, laisser passer. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est une troisième phase des communs, ou en fait la deuxième. Hein, donc, c'est la physique, les enclotures, c'est la même chose. Et alors, la réponse aux enclotures, c'est les communs sociaux. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier va petit à petit créer des fraternités, des mutuelles, des coopératives. En fait, c'est un peu, si on veut, c'est faire revivre les guildes qui avaient déjà existé avant, mais qui deviennent vraiment quelque chose de super important dans le capitalisme pour protéger la classe ouvrière. Et ces États, ces communs sociaux, donc on mutualise le risque de la vie, ce sera étatisé par l'État social. Donc on a un paradoxe, c'est que les communs physiques ont été privatisés par le capital, mais que les communs sociaux vont être étatisés. Alors, c'est pas sûr que c'est une mauvaise chose, puisque quand les communs sociaux étaient volontaires, il n'y avait que 20-25% des gens qui en profitaient. Une fois que ça devient un droit social, c'est 100%. Mais le prix à payer, c'est une perte d'autonomie de ces caisses. Ça devient vraiment une sorte de bureaucratie d'État, une branche de l'État. Et donc là, il y a de retour une perte des communs. Tout à fait. Alors, la troisième phase, c'est l'Internet. Donc, c'est-à-dire, dans une situation en Occident où il y avait presque plus de communs, ou en tout cas on n'y pensait pas, on ne les voyait pas, on les considérait comme marginales, tout à coup, il y a l'explosion de la coopération intellectuelle. C'est-à-dire que l'Internet, mode de communication many-to-many, donc de tous à tous, va permettre à d'abord des milliers, puis des millions, et maintenant des milliards de personnes d'échanger des connaissances et d'y créer des ressources partagées. Donc ça, c'est troisième phase. Et en fait, pour l'Occident, c'est très important parce qu'on reprend conscience des communs. On se dit, tiens, on peut travailler ensemble. Dans un système qui te dit, finalement, les hommes sont faits pour être en compétition les uns avec les autres. Donc l'idée de découvrir qu'on peut en fait travailler ensemble, c'est quelque chose qui était culturellement tout à fait important. Et alors, cette jeunesse qui a été formée par Internet, qui va vivre la crise de 2008 avec, dans certains pays en Europe du Sud, entre 30 et 50% de chômage chez les jeunes, va connaître une explosion des communs urbains. Donc moi, j'appelle ça la quatrième phase. Et là, ce qu'il y a, c'est c'est des communs distributifs. C'est-à-dire, les gens vont se dire, comment est-ce qu'on peut avoir accès à l'habitat? Ben, on va faire des coopératives d'habitat ou du co-housing. Les gens qui veulent louer des bureaux, mais c'est trop cher, vont faire du coworking. Le makerspace, tu vois, tout ça, Tout c'est... à fait. Mais c'est-à-dire qu'on ne produit pas encore. C'est encore des firmes capitalistes qui vont faire les maisons pour toi. Mais tu vas dire, tiens, plutôt que d'en faire des maisons privées, on va faire une coopérative. Et alors, j'estime que la cinquième phase, c'est celle qu'on est dedans. C'est quand on va de la distribution vers la production. Donc, c'est-à-dire, moi j'appelle ça la production cosmolocale. Et on vient de sortir un livre, Cosmo Local Reader en anglais, qui avec 40 cas, Sur 40 expériences. la P2P Foundation. Oui, je peux te partager le lien. Tout à fait, c'est pour Petit instant, hein. Tout à fait, mais sinon je vais chercher ça dans les trucs et comme ça je le poste dans le chat. Je cherche aussi, hein. Voilà, Pas j'ai de souci. trouvé.
Bah écoute, si tu vas être Comme plus j'ai un rapide petit que problème moi. de RAM, ça prend toujours 30 secondes avant Oui, et de... moi je ne sais pas pourquoi P2P Foundation a l'air de mettre du temps à se charger alors que bah, ça ne doit pas être un problème de connexion vu qu'on est encore live et qu'on se parle encore. Donc si j'avais un problème de connexion Internet, ce ne serait pas le cas. Je Attends, ne je comprends cherche de pas. retour là où on est. Voilà, ici. Hop, Alors, le chat. Voilà, voilà. donc ça, c'est un livre qu'on vient de produire sur ce qu'on appelle le modèle cosmolocal. Et là, donc, on est dans une nouvelle forme de production. Donc, si tu veux, on a le modèle néolibéral, Mhm, donc qui est basé sur, comment on dit ça encore en français, donc l'endroit où on peut être le plus productif avec une chose dans le monde entier, c'est là qu'on va le faire, et puis on va le transporter des milliers de kilomètres. tout à fait. Et donc c'est une sorte de hyper spécialisation qui ne tient pas compte de la distance Euh, et qui fait donc une à- globalisation. Dans Oui, un monde où aujourd'hui le kilomètre ne vaut quasi rien. Mais peut-être que oui, demain, oui, ce sera plus le mais cas parce que voilà. 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 Donc évidemment, c'est aussi parce que d'une certaine façon, on ne paye pas pour les vrais coûts. Euh, et donc l'idée de la cosmolocalisation, c'est de combiner donc une connaissance partagée au niveau mondial. Donc on appelle ça des Global Open Design Communities. Donc l'open source ou l'écosystème blockchain, qui est aussi basé sur l'open source. Mais Global alors, Open Design. Hein. oui, Global Open Design. Et j'ai aussi le concept de Protocol Cooperatives, donc des coopératives de protocoles. Tout ce qu'on a besoin pour travailler ensemble est partagé au niveau mondial. Par contre, la production, donc là, on a un deuxième terme que nous, on appelle chez nous la subsidiarité de la production matérielle. Donc, ça veut dire le plus près de la localité possible. Donc, on est là dans le paradigme du, en anglais, distributed manufacturing, dans la production distribuée. Et, euh, et éventuellement, on peut encore mutualiser, coopérativiser, etc. Mais donc, cosmolocal, ça veut dire produire local et collaborer global. Et donc, Tout à fait. ça diffère des deux autres modèles qui sont en compétition avec ça, qui est premièrement le modèle néolibéral globalisant, mais aujourd'hui aussi l'alternative qui est un retour vers l'État-nation et le protectionnisme. Donc, on pourrait dire que la droite populiste, d'une certaine façon, elle réagit par rapport à cette globalisation et elle n'aime pas trop que le capital étranger et que l'immigration devienne trop Tout importante. à fait. Donc Alors, on va essayer de se replier sur le donc territoire. ça, c'est les grands types. Comme on n'a pas non plus, comme ça fait plusieurs épisodes, hein, Michel, je me permets Oui, de couper pour qu'on accélère ce survol parce que c'est quelque chose. Donc, je le répète pour Tanguy qui vient d'arriver, l'idée, c'est de faire des petits épisodes pour essayer de progressivement de récolter ton interview, tes dires sur les communs dans la métahistoire. Ici, on est en train de repasser en revue, pour rappel, le document qu'on avait fait la fois dernière, quels sont les grands axes et les attributs sur lesquels on va parler. Donc, il y avait les modes d'échange de valeurs, les types de communs. Il y a tout ce balancier, cette pulsation entre régénération et oui, consommation excessive, et donc des sociétés qui grimpent dans le welfare mais qui consomment beaucoup, et puis des sociétés moins importantes qui vont se régénérer. oui, Et puis enfin, il y a les grandes étapes de transition, donc qui sont les graines, la mise en relation, et puis la révolution le point post-bascule, quoi. c'est ça. Donc on Donc, est voilà. Donc ce que j'ai fait là, c'était un peu un rappel de la fois passée, hein, donc les tout à grandes fait, tout lignes à fait. de notre conversation. Et puis alors ici, on va partir, et c'est là en fait qu'on va creuser, c'est là-dedans qu'on va creuser énormément, donc qui sont l'ère nomade avec le sylvestre, la savane et le glaciaire, l'ère agricole, l'estuaire et l'ère féodale, puis l'ère capitaliste avec le transocéanique, le planétaire et l'informationnel. Ça, c'est Très ce qu'on bien. Et avait. ça, on n'a pas fait la dernière fois. Alors, non, 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 ça, on a simplement planté le décor, mais on n'a pas C'est ça. encore. Et donc, moi, le concept, en tout cas, c'est ce qu'on avait plus ou moins dit, c'est maintenant, on va repartir du début.
et on va prendre le temps qu'il faut. On fait des blocs qui durent une heure et demie, et quand on s'arrête peu importe où on est pour des raisons de timing, et on reprend à l'épisode suivant et on continue. L'idée, c'est d'avoir tout ça documenté en vidéo, puis d'essayer d'en faire des transcripts, et puis avec ça, d'avoir des écrits qu'on va pouvoir utiliser en contenu et mettre, que ce soit dans la P2P Foundation, sur le blog de Futur Immédiat, enfin sur le wiki de Futur Immédiat, peu importe, mais voilà. Alors Tanguy pose la question de savoir s'il y aura des liens avec les idéologies. Je serais fort surpris qu'il n'y en ait pas, mais je vais poser la question à Michel. Évidemment qu'il y en a. Oui, évidemment. Voilà. Alors, je vais peut-être faire une petite remarque préalable. Donc, ce que je voudrais dire, c'est pour bien comprendre comment l'évolution et l'oscillation travaillent ensemble. Hein, parce que d'un côté, il y a des cycles. Donc le cycle, c'est dans les sociétés agricoles, donc il y a une plus grande production. Donc il y aura plus de gens et donc l'élite va plus consommer. Et à un moment donné, il y a trop de consommation et trop d'élite par rapport à la capacité du système de suivre. Et alors, tu as une oscillation vers la crise et éventuellement une désintégration du système. Et alors, donc tu vas voir dans la crise, évidemment, aussi des réactions contre la crise qui créent les conditions d'une nouvelle montée après. Donc, on est dans une oscillation, dans des cycles. Et donc, il y a un livre qui est très bien pour ça, c'est Secular Cycles de Peter Turchin, qui s'appelle qui fait la cliodynamique, donc la dynamique de l'histoire. Et donc, il documente ça très bien. Et en tout cas, dans les sociétés agricoles, c'est très bien documenté que ça se passe comme ça. Mais en même temps, il y a du progrès. Hein, donc là, tu as montré les différents stades de l'humanité. Donc, il y a d'abord la nomadisation, puis il y a la sédentarisation et l'agriculture, puis il y aura une industrialisation, et maintenant, il y aura une informatisation et une planétarisation. Et donc là, on peut dire qu'il y a un progrès. Et qu'est-ce qui met ensemble l'oscillation et le progrès? C'est la spirale. Parce que dans la spirale, tu vas d'une polarité à une autre, et donc tu as une partie de la spirale qui est montante, et puis tu as une partie de la spirale qui descend, mais elle descend jamais plus bas que le cycle précédent. J'espère que je me fais comprendre. Oui, tout à fait. Donc en fait, il n'y a jamais de recul franc, il y a des décélérations, il y a parfois des rarifications, mais globalement, le Moyen-Âge n'est pas un recul comme beaucoup représenté. Il est simplement... C'est un recul partiel, mais ce n'est pas un recul complet. Et ça crée les conditions d'un nouveau cycle de développement après. Et ça, c'est une vraie question. Hein. La question, c'est pour le futur. Et ça, évidemment, on ne peut jamais dire. Est-ce que dans le futur, est-ce que, comme certains disent, les collapsologues, etc., il y aura vraiment une chute complète? Ou est-ce que, par contre, il y a une chute partielle, mais qui, en même temps, peut créer les conditions d'une remise en ordre et de nouvelles phases de l'humanité qui serait donc cette phase planétaire et basée sur la connaissance et sur l'écologie, si tu veux. Hein. Donc ça, c'est en gros la question qu'on doit se poser. Alors, si tu veux, je reprends peut-être ce que tu as écrit là dans le slide. Donc ça, c'est une catégorisation de l'histoire humaine qui vient d'un Américain, je crois, qui s'appelle William Irving Thompson, qui a écrit des livres vraiment excellents, un qui s'appelle At the Edge of History, et un autre que j'ai lu qui s'appelle William Irwin Thompson. Oui, Win Thompson, c'est ça? Irwin, hein, donc Irwin, Thompson. Oui, et puis Thompson avec OMPS, Thompson, avec un P entre les MLS. Et donc celui qui fait non, justement, alors c'est une très bonne remarque de Tanguy parce qu'effectivement, donc effectivement, il y a un progrès, mais d'ailleurs, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. Hein, Michel Meharari, lui, justement, considère que l'agriculture, le passage de nomadisation à sédentarisation, c'est une erreur assez fondamentale dans l'humanité qui fait qu'il s'est fragilisé, qu'il a augmenté son temps de travail, qu'il a
Donc voilà, je sais Oui, pas si oui ça et te... non. Oui, oui. Donc il y a pas mal d'anthropologues. Enfin, ils sont tous controversés, mais par exemple, Marshall Salins, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, The Original Abundance, je crois, donc l'abondance originale, or The Original Abundance Society. Donc lui, par exemple, il calcule le temps que des, des gens qui vivent en tribu et qui sont nomades passent à se nourrir, et c'est 3-4 heures par jour. Donc le reste du temps, ils sont libres pour socialiser, pour faire des rituels religieux, enfin, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, et c'est vrai que dans l'ère agricole, il y a beaucoup plus de travail et on remarque même une sorte de baisse comment dire, de la santé des gens. Hein. Donc, quand on regarde les squelettes, apparemment, donc les nomades avaient des nourritures beaucoup plus riches que les agriculteurs. En plus, les agriculteurs, ils vivent très près de leurs animaux, donc il y a énormément de maladies, de pandémies, il y a un manque d'hygiène dans les villes. Tu vois, il y a toute une problématique qui naît. Et en plus, c'est des systèmes de classe. Donc, du coup, tu vis plus dans un village avec ta famille, tes cousins, tes oncles, Mais en fait, tu es esclave, tu es... l'agriculture, le passage à la sédentarisation à l'agriculture, c'est le premier passage où ils étaient basés sur un écocentrisme, donc en gros l'humain vit dans son environnement et Oui, optimise son comportement par rapport à l'environnement, et tout d'un coup il switch et il se met au centre, et tout d'un coup évidemment arrivent tous les problèmes de l'humanité. En voilà. fait, l'agriculture, quelque part, c'est la boîte, mais plutôt la jarre de Pandore de le moment où on s'aliène de l'écosystème et on commence à le faire ensemble pour essayer de l'optimiser avec plein de bénéfices, mais évidemment aussi C'est plein de ça. coûts. Et Voilà. évidemment, au moment où on commence, c'est le pire, puisqu'on découvre tous ces coûts. Oui, oui, et c'est comme quand même aussi, il faut pas oublier, au début de l'industrialisation, c'est pareil, hein, un ouvrier anglais en 1840, il vit jusqu'à 33 ans en moyenne. Euh, Ce qui est pas dingue. mais évidemment, ce qu'il faut aussi voir, c'est donc la capacité de l'humain de soutenir le nombre d'humains est beaucoup plus grand. Donc du coup, tu passes d'un monde où il y a quelques millions de personnes dans le monde entier et tu passes vers un monde où il y aura des centaines de millions dans le monde entier. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir plus d'enfants, ils vont vivre plus longtemps, éventuellement, etc., etc. Et avec l'industrialisation, c'est pareil. Donc, il y a un coût, mais en même temps, on vit beaucoup plus longtemps, on est en bonne santé beaucoup plus longtemps, on est actif beaucoup plus longtemps. Donc, c'est toujours, c'est ça cette problématique, et évidemment que tout le monde n'en profite pas de la même façon. Hein, il y a les élites, il y a les classes moyennes, et ceux qui sont en dessous. Ceci dit, je ne sais pas si tu connais le livre d'un historien français, mais j'ai oublié son nom, mais c'est sur Ladurie, comment il s'appelle encore La durée, oui, ça me dit quelque chose. Alors, à mon avis, c'est tu parce que vois. Et tu donc, l'as il a déjà écrit un cité, mais... livre sur Montaillou, donc, qui est un village en Provence donc après la défaite des Cathares, des Albigeois. C'est le XIIIe siècle, à mon avis. Et donc, il décrit à partir des témoignages, et il faut quand même pas oublier qu'au Moyen Âge, dans cette région particulière, les gens avaient la semaine de 5 jours. Donc, il y avait le jour du Seigneur et le lundi qui était le jour de la famille. Ça s'appelait Blue Monday en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Ils avaient apparemment une très bonne nourriture. Ils avaient, je ne sais pas si c'était 80 ou 100 jours fériés par an, mais c'était énorme. Donc, tous les fêtes religieuses, plus les mariages, les morts, Tout à les fait. naissances, tu vois un peu Alors, tout ça. all that tough, Et Michel, parce que donc oui, il y a Tanguy qui dit plus de travail et moins de diversité de l'alimentation et les pertes sont plus acceptables, les pertes humaines. Et alors VA dit, il y a un article d'ailleurs à ce jour sur la disparition non de la classe moyenne. Alors ça, c'est une petite aparté parce que c'est pas tellement dans l'axe de l'histoire, mais en fait en Europe et aux États-Unis, on assiste à une sorte de disparition de la classe moyenne, mais
partout ailleurs dans le Oui, monde, on n'a jamais vu une percée de la classe moyenne comme ces dernières décennies. Donc il y a c'est ça. une asymétrie, une différence chronologique dans l'émergence de Oui. la classe moyenne qui est arrivée beaucoup plus tôt en Europe et qui donc est en avance dans sa dissolution. Voilà, ça c'est très bien dit, c'est ce que j'allais répondre, c'est ce qu'on est dans une phase différente. Donc l'Asie de l'Est a fait un catch-up et donc en fait en Europe on est déprolétarisé, enfin déprolétarianisé, c'est-à-dire que la classe ouvrière qui était la majorité de la population aujourd'hui, c'est je ne sais pas si c'est 17% ou 13%, mais donc il y a très peu de gens relativement en Europe qui travaillent encore la production physique. Donc tout le monde est dans les services et dans les communautés de connaissances. Par contre, au niveau mondial, il n'y a jamais eu autant d'ouvriers qu'aujourd'hui. Ici, les journaux sont en perte, mais en Asie, les gens lisent plus de journaux qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Donc, sûr. et moi, je vis ici, donc je vois très bien la différence. Et donc, les mentalités sont aussi très différentes. En Europe, de plus en plus de gens sont convaincus d'un déclin, et en fait, ça correspond en fait aussi à leur expérience de vie, parce que leurs enfants sont moins sécurisés et moins riches qu'étaient leurs parents, tandis qu'en Asie, encore toujours, même s'il y a une crise écologique et une crise de ressources, ils sont encore dans l'expérience de vie où leurs enfants font énormément de progrès par rapport à eux-mêmes. Donc ça, il faut tenir compte. Mais ceci dit, à terme, vu les problèmes écologiques et les problèmes de surutilisation des ressources, donc le monde ne peut pas switcher vers un modèle où on a besoin de 5 planètes. Donc et tout le problème est là. Donc la Chine, elle peut continuer à grandir encore un certain temps, mais elle va, dans 5, 10, 15 ans, elle va se Plafonné. trouver devant le même, voilà, devant le même mur que nous, Ouais. avec un certain retard C'est-à-dire que et avec plus leur de... cycle va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus court que le nôtre, évidemment. Oui, voilà, oui, tout L'ascension à est plus fait. rapide et l'arrivée Oui. sur le mur est plus rapide, et donc peut-être le choc pour les populations plus violent aussi. C'est ça. Et alors, pour continuer ce raisonnement, hein, donc tu dis d'abord, donc tu as les tribus, donc il y a une productivité très basse par rapport à la nourriture, l'échelle d'organisation du monde et tout ça. Puis tu as la phase agricole où tu as déjà des civilisations. Euh, et puis aujourd'hui, on est dans une mondialisation. Donc chaque fois, on a une autre forme d'énergie et on a une autre forme d'organisation de la connaissance qui permet une mise en échelle beaucoup plus grande. Et donc ça, c'est le progrès, si tu veux. Donc il y a une sorte de renforcement d'échelle et de contrôle de l'humain sur la vie, mais avec donc un problème spécifique au capitalisme, c'est que dans les sociétés agricoles, donc il y avait ce cycle de croissance et déclin, et que dans le capitalisme mondialisé, ce qu'on a fait, c'est chaque fois changer de frontière, hein, de frontier. Donc on épuise une partie du monde et puis on va dans l'autre. Et donc du coup, pendant 400 ans, on a échappé à ce cycle en fait, hein. Mais sauf qu'on a tellement appauvri les sols et on a surutilisé les ressources que maintenant on arrive à une crise qui n'est plus locale mais qui devient mondiale. Tout à fait. Alors, VA, je pense qu'on va devoir faire 18 épisodes pour arriver à faire cette méta-histoire, hein, Michel, parce que comme à chaque fois, on doit faire ou alors une fois, tu sais ce qu'on peut faire, peut-être, c'est prendre le temps d'en faire une longue et donc démarrer le matin ici et de prendre une demi-journée pour Oui, couvrir, parce que le fait, ce que je trouve très bien, de répondre à certaines questions qui sont un peu dans l'axe, et deux, de réintroduire à chaque fois le concept, en fait, le temps où on explore l'histoire est assez court, c'est pas grave, mais je pense qu'il va nous falloir 18 épisodes pour arriver à faire ce qu'on voulait faire en 3, mais bon, soit, c'est pas très grave, parce qu'on s'amuse bien et qu'on prend du plaisir à le faire. VA demande comment se préparer à tout ce oui, et puis changement. je crois que les gens qui sont nouveaux à cette thématique, ça, c'est pas toujours mauvais d'avoir un peu de répétition, en tout Non, cas, non, tu vois, alors, pour bien comprendre les la concepts. répétition n'est jamais mauvaise, hein, mais comme ici, on est dans
alors le format est le même, mais l'objectif est un peu différent. C'est-à-dire que ici, l'idée n'est pas de créer un objet unique qui puisse faire sa vie en tant qu'interview, mais bien de créer du contenu qui puisse après être documenté, même si j'ai encore pas d'idée de comment on va passer de l'oral au texte. Il y a plein de formules qui aujourd'hui existent, et donc je suis assez confiant sur le fait qu'on y arrive. Mais donc, voilà, il faudrait faire une vidéo intro pour le faire en mode classe inversée. Oui, c'est une très bonne idée, Tanguy. Euh, mais voilà, mais je pense vraiment, hein, donc Michel dont c'est l'expertise, hein, les communs, alors que moi pas du tout. Le but de cette relation, c'est justement de voir de quelle façon créer des contenus qui soient potentiellement, qui permettent d'avoir une approche top-down plus vulgarisée, parce que le contenu de Michel, il y en a, enfin c'est un wiki quoi, je veux dire, il y a vraiment des kilotonnes de trucs, il y a des bouquins, il y a vraiment de tout, donc c'est un peu ça l'objectif. Et clairement, même si ça fait quelques épisodes qu'on est dessus, c'est encore quelque chose complètement en phase de réflexion et d'exploration. Donc oui pour la répétition, oui pour la vidéo, c'est une très bonne idée. Et alors Véa demandait comment se préparer à tout ce changement. Alors je vais te laisser répondre, Michel, je rajouterai des choses éventuellement, mais comment peut-on se préparer à tout ce changement justement? Oui, alors ça, c'est évidemment pas évident. Alors, une de mes théories sur le changement, c'est théorie de germe. Donc, c'est-à-dire, tu as donc un système dominant qui entre en crise et en déclin. Tout à fait. Et donc là, tu as une sorte de fragmentation, atomisation, perte de confiance dans les institutions. Donc, ça marche de moins en moins bien. Et donc, ça crée un exode. Donc, ça, c'est la deuxième crise. Et deuxième étape, exode. Donc, exode, c'est tous les gens qui, soit par choix, donc des idéalistes, des gens qui font des analyses, qui disent on ne peut plus continuer comme ça, soit par nécessité, hein, parce que par exemple, tu vois, les paysans dans la chute de l'Empire romain, ben, ils perdaient leurs terres, etc., etc. Donc, il fallait bien qu'ils partent. Donc, c'est les deux, les deux. Et donc, dans cette période-là, on va essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes qui montent. Et c'est ça les formes de germes. Quand tu parles de Donc, chute de c'est l'Empire romain, tu parles, Tanguy demande, tu parles de quelle année? Parce qu'effectivement, l'Empire romain est tombé sur des siècles. les Oh, siècles, oui, enfin, entre il y a les avis sont partagés, mais à partir du IIIe siècle, il y a déjà, ça commence déjà à chuter à certains ça endroits. commence déjà à chuter, hein. Ouais. Et puis, mais ce qu'on voit par exemple, donc c'est que les paysans romains n'arrivent plus à garder leurs terres, par exemple. Et un peu après, les villes n'arrivent plus à se nourrir. Et donc là, tu as cet exode. Et donc les gens des villes et les paysans vont chercher de la protection. Et donc ça, c'est le début de la féodalité. Donc ils vont trouver des seigneurs qui contrôlent une terre, qui ont une armée privée. C'est plus l'armée romaine. Ça peut être des barbares, hein, ça peut être des chefs de guerre germains. Et donc petit à petit, tu vas avoir donc une sorte de relocalisation dans l'Empire romain. Et d'un autre côté, donc il y a une réaction spirituelle aussi. Donc c'est-à-dire que les chrétiens sont des gens qui réagissent par rapport à une critique du paganisme et du polythéisme de l'Empire romain et de tout ce qu'ils trouvent qui ne va pas. Donc, par exemple, et ça c'est important dans les changements, c'est que c'est souvent très réactif, hein. Donc, c'est pas une continuation de l'ancien. C'est, c'est comme quand tu as des enfants. Donc, si tu as traumatisé dans ton enfance, tu vas penser, moi, je vais pas faire comme ça avec mes enfants. Donc, tu réagis par rapport à ton éducation et tu vas bifurquer vers Oui, une tout à autre fait. voie parce que voilà. Et les sociétés en crise, c'est pareil. Donc, les gens, ils voient toutes les choses qui marchent pas et ils vont dire ça, on n'en veut plus et donc on cherche des alternatives. Et ce qui est intéressant, c'est que on va chercher des alternatives qui évidemment n'ont plus la même logique puisque la vieille logique, elle marche plus. Tu vois? Oui, tout à fait. Et donc, tu as d'abord des germes. Donc, je donnais l'exemple de la société plutôt de la fin de la féodalité. Donc, par exemple, le purgatoire.
Donc le purgatoire, on n'en parle pas du tout avant le XIe siècle, et puis petit à petit, ça devient dominant en Occident. Et ça fait quoi? Ça veut dire que, donc, par exemple, les chrétiens, ils ne pouvaient pas prêter de l'argent, parce que prêter de l'argent, c'était de l'usure, et on allait tout droit en enfer. En, en changeant la théorie que prêter de l'argent et faire du commerce, c'est pas des gros péchés, mais de petits péchés qu'on peut racheter. Donc, du coup, ça va permettre aux gens dans les villes de pouvoir être commerçants, de pouvoir être banquiers et de pas aller à l'enfer. Donc, ça va faciliter le commerce et le proto-capitalisme, si on veut, dans les villes naissantes en Italie à partir du XIIe siècle, par Tout à exemple. fait. Alors, Tanguy Donc, le propose purgatoire, c'est un germe, tu vois, c'est un germe et puis il y aura l'imprimante qui va permettre de, l'imprimerie, avant l'imprimerie, l'imprimante. Tout à fait. non, Non, c'est non, pour savoir. l'imprimerie qui va permettre de faire donc la diffusion de la connaissance beaucoup plus vite à beaucoup plus de gens, qui va détruire le contrôle de l'Église catholique sur la connaissance. Et donc, et puis, tu auras des entrepreneurs qui vont mettre les deux ensemble, tu vois. Donc, il y a les germes vont se créer en sous-système. Et donc, petit à petit, tu as dans la société qui est en déclin, le vieux système en déclin, tu as les germes de nouveau qui vont se consolider et préparer une phase ultérieure de cette société. Ouais. Alors, Tanguy dit, on peut dire que le Moyen-Âge serait une transition aristocratique entre deux grandes aires bourgeoises? Point d'interrogation. Sachant que l'Empire romain avait une classe moyenne. Oui, oui. Alors, oui, alors ça, c'est très intéressant, hein. Donc, il y a un livre que j'ai lu de Ellen Maskens Wood. Il faudrait que je regarde comment on l'écrit. Elle a écrit 3 bouquins Comme sur ça se prononce, l'histoire. non? Oui, Eileen Maskens Woods. Euh, et alors, elle a une thèse intéressante. J'aimerais bien expliquer. Donc, en Orient, c'est toujours l'empereur, le roi, qui donne les terres, et c'est toujours top-down. Et le marché est toujours hyper régulé. Donc, c'est par exemple en Chine, les mandarins contrôlent les marchands. Donc, il y a, de la il y a un secteur marchand, mais qui est complètement géré et maintenu par la bureaucratie de l'État chinois, donc les mandarins. En Occident, on a une grosse différence. C'est-à-dire que déjà, chez les Grecs et puis chez les Romains, on a la propriété privée qui peut se vendre. Et ça ne disparaît jamais. Donc les patriciens romains, c'était une classe dirigeante autonome. Donc tu vois que quelque part, les germes du capitalisme étaient Et, déjà... et j'allais dire, en fait, la situation actuelle était déjà implémentée back in the days, quoi. Oui, alors, sauf que la différence, c'est que dans le Moyen Âge, il n'y a plus d'empire. Et c'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout de contrôle top-down. Et donc, ça va permettre aux villes de se développer, les villes libres, en Italie et en Allemagne et en Belgique, dans les Pays-Bas. Donc ça, c'est pratiquement unique au monde dans cette période-là. Et donc, à l'intérieur de ces villes vont naître les guildes et les guildes marchands. Et donc, les guildes des marchands, c'est la proto-bourgeoisie. C'est elle qui va petit à petit créer un monde à son image. Éventuellement, elle va prendre le contrôle de l'État. Mais là, on est au XVIIIe siècle, pas Tout à fait. avant, hein. On est à la Révolution, Voilà. enfin, à la Et Révolution donc, française, à l'ère Tanguy des a révolutions. raison. Voilà. Et Tanguy a raison dans le sens où ce qui était déjà unique à l'Empire romain, c'est effectivement une classe moyenne euh, très forte et avec une classe de propriétaires terriens autonomes par rapport au pouvoir impérial. Et ça, Mais en Europe. c'était unique à l'Europe, Ok, tout à fait. en Donc, Europe. Et ce c'est que pour ça dit, que ce que dit l'Europe, Tanguy est vrai en Europe. voilà, Alors que voilà. Et c'est partout pour ça, à ailleurs, ça mon a été avis, que le aristocrate capitalisme, de toujours. voilà. Et donc, partout ailleurs, le capitalisme n'a pas pu se développer comme système dominant. Et en Europe, il a pu éventuellement se développer comme système dominant. Tout à fait. Avant, elle était souvent frappée de lèse-majesté, la bourgeoisie, oui. Oui. Mais c'est le principe des... Oui, oui, tout à fait, je valide. Ouais, tout à fait. Alors, question, est-ce que tu fais des podcasts, Michel?
Par moi-même, non, mais je Non. suis souvent invité. Bon, là, c'est un peu plus calme avec Covid et tout ça, mais oui, mais c'est surtout en anglais, hein. Et c'est pour ça que je suis très content de parler avec toi, Raphaël, parce que C'est pas souvent en français que tu peux le j'ai faire. pas beaucoup de matériel en français qu'on peut diffuser et partager. Tout à fait. Mais écoute, on va continuer à faire ça en français. C'est effectivement sympa. Donc voilà. Donc ça c'est les grands concepts. Alors on est passé par l'ère nomade. Je ne sais pas s'il y a, il y a beaucoup de choses à dire encore. On a touché un peu aux Romains, au Oui, Moyen Âge. alors, Donc est-ce qu'on mais avance de façon peut-être linéaire, un non peu linéaire? avant. Alors, je suis pas expert, hein, mais juste dire qu'il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Homo Domesticus en anglais et Against the Grain en anglais que j'ai lu en français celui-là, qui a une thèse super intéressante. Et donc, il étudie la naissance de l'État. Et l'État dépend du grain et du riz. Donc ça, c'est sa thèse principale. C'est très intéressant parce que, donc, et en fait, un livre qu'il a écrit avant, il parle de Zumia, c'est où j'habite, moi, ici. C'est en fait l'Asie du Sud-Est. Donc, il dit que quand il y a du riz et du grain, on peut compter le grain. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir une bureaucratie des mandarins qui vont voyager, qui vont compter les champs, qui vont compter les hectares, et donc ils vont pouvoir établir des taxes en nature. Et c'est ça qui va créer cette classe intermédiaire, hein, qui va permettre les villes et les empires. Tandis que dans les régions, par exemple ici dans les forêts et les montagnes de Chiang Mai, eh ben, les gens, ils vont faire des pommes de terre. Les pommes de terre sont sous terre, on ne les voit pas, et ils peuvent rester 2 3 ans sous terre. Et donc, ils- même s'ils peuvent faire du riz, ils l'ont pas fait pour échapper à l'État. Ah oui, oui, parce qu'évidemment c'est moins Tu vois? visible et donc tu déclares les patates que tu veux, évidemment. Voilà. Et donc, il explique pourquoi certaines régions sont restées sans État et que l'État en fait est né dans les estuaires. C'est pour ça qu'on parle de. Donc, donc d'abord, la savane, c'est quand c'est l'hominidation, c'est quand l'être humain commence à marcher. Et donc, voilà. Et puis, il y a une glaciation. Et donc là, tu as l'art des cavernes. Donc, il y a une sorte de début d'art et de culture. Mais c'est vraiment quand il y a un réchauffement, je ne sais plus si c'est à 12 000 avant Jésus-Christ. C'est plus ou Et moins là, à ce du moment-là coup, que le tu climat vois, s'est stabilisé, oui, plus ou moins, il y a voilà. 12 000 ans, enfin On 10 000 vient avant là, Jésus-Christ, oui. voilà. Et là, on rentre dans l'agriculturisation et la sédentarisation et la naissance des premiers États-cités en Mésopotamie. Et toujours au Euh, bord d'estuaires, parce que c'est là et qu'il y toujours au bord avait d'estuaire, les voilà. grains et les riz, qui sont des choses qui sont émergentes, donc visibles, donc taxables, et donc Voilà. encadrables par Oui, rapport oui, oui, oui. aux Et alors, autres. ce qu'il explique aussi, ça c'est très intéressant, c'est l'interrelation entre les barbares et l'État. Donc, c'est-à-dire que tous ces États sont basés sur l'esclavage. Donc, eux, ils font des raids à l'extérieur pour avoir des esclaves. Mais les barbares, ils font l'inverse. Donc, ils viennent régulièrement attaquer les civilisations pour pouvoir voler tout le surplus qu'il y a dans les temples, etc. Et alors, ce qui se passe souvent, c'est que en fait, c'est les barbares qui vont devenir les maîtres des civilisations. Et donc, typiquement, souvent, l'armée, c'est des étrangers. Donc, tu as l'Empire, donc la classe de top, mais l'armée, c'est pas le même que le peuple. Et c'est ça, évidemment, qui permet la répression et la domination, parce que c'est des gens, ils s'aiment pas les uns les autres. Donc, l'armée peut très facilement réprimer le peuple, C'est pas des frères et des hein, parce que cousins, c'est des c'est pas des étrangers frères et les des uns pour les cousins. autres, et donc ils en Voilà. ont, voire même Et, pas du tout de la même lignée, la même origine et autres. Et donc, voilà. quand on voit déjà aujourd'hui comment parfois les gens sont capables de peu ou pas du tout humaniser l'autre, à l'époque ça devait être encore moins le cas. Donc, oui, Oui. Oui. Et ça, on voit dans les tribus. Donc, ça, c'est. Mais je ne l'ai pas encore lu, hein. C'est Philippe Descola qui a écrit donc comment, dans l'animisme et le totémisme, qui il fait la différence entre les deux. Donc là, les humains et les animaux et les esprits, c'est une tribu.
Ils sont tous humains. Mais les autres ne sont pas humains. Tu vois? Donc il y a une identification. Donc c'est mon chien et il fait partie de la famille. Oui, Mais les donc chiens le chien est de l'autre plus tribu, humain c'est. que le chien est plus humain que Voilà, l'humain voilà. du visage d'à Oui, côté, oui, du village d'à côté, pardon. oui, Ouais, oui, tout à oui, fait, oui. tout à fait. Et donc ça se perpétue évidemment dans les empires. Et donc le rôle de la religion, si tu veux, c'est de créer des liens beaucoup plus distants que dans une tribu. Ou en tribu, on a des liens affectifs, mais quand on vit dans une ville, J'aime beaucoup la grille de lecture de Harari justement qui dit qu'en fait les trois donc en gros c'est ce qui a permis l'humanité d'arriver à son stade, c'est le fait d'être capable de collaborer à plus. Et le fait d'un moment arriver à même collaborer à tous ensemble, hein, c'est ce que le Covid-19 nous a montré quelque part, malgré toutes les critiques qu'on peut légitimement faire de la gestion de la crise. On n'a jamais vu une coopération à si grande échelle en si peu de temps et autres. Et ça, Yuval Noah Harari disait que en fait, les trois paramètres qui ont permis ça, ce sont les empires, donc le fait à un oui, moment d'avoir, même par la force, euh, donc une culture commune, une vision commune, des pratiques communes, l'argent et les croyances. Et alors j'aime beaucoup oui, parce que moi je me suis dit, ah, mais en fait il confond croyances et religion. Non, il dit les religions. Et je dis, et en fait, pour lui, le capitalisme ou le communisme, c'est une religion comme le christianisme. Donc c'est un oui, amour. c'est des religions séculaires. C'est une croyance. Et donc voilà, j'aimais beaucoup son. Et donc sa grille de lecture. Et donc lui dit empire, argent, religion. C'est ça. C'est un peu ce que Et tu alors dis là en fait. Hein. on peut se demander ce qu'on va faire maintenant, puisque Ce qu'on va on faire va maintenant. quand même devoir faire une sorte de planétarisation, donc ça va demander aussi des choses nouvelles. Mais on en parlera une autre fois parce que Tout à fait. on va donc Euh, rester dans la ligne historique. Oui, tout à fait. On va essayer de rester dans la ligne historique. Ça va simplifier le travail. Donc, Et est-ce que je peux te raconter encore une autre petite histoire de transition que c'est moi j'ai beaucoup aimée? obligatoire. C'est les anecdotes de Voilà, tonton Michel. On vient pour ça, en fait. Hein. c'est ça. Euh, Alors ça, c'est un livre que j'ai énormément apprécié qui s'appelle The First European Revolution de Richard Moore et qui raconte la révolution du XIe siècle. Donc, la grande histoire. Donc, tu as l'Empire romain qui chute officiellement au Ve siècle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est une fragmentation. Mais en fait, tous les codes de l'Empire romain, ils continuent. En Gaule, tu as encore des généraux romains avec leur chapeau romain. Et tu as l'église romaine, tu vois. Donc ça dure un certain temps. Donc, il y a une sorte de germanification primaire. Mais il y a encore une sorte de mentalité qui est très romaine. Et c'est seulement au 8e siècle que l'islam va envahir la Méditerranée et ils vont venir jusqu'aux portes de Poitiers. Hein, donc ils vont venir très très loin, même dans le pays franc. Euh, et donc ça c'est vraiment... Là, il y a un vrai catastrophe en Europe. C'est-à-dire que les Carolingiens qui avaient réussi Charlemagne avec son empire germanique, ça se coupe en trois. Et donc c'est une période vraiment de barbarisation. Donc c'est-à-dire les milices qui violent les paysans. Tous les barons sont leurs propres châteaux, ils se battent baron contre baron. Et donc c'est vraiment une mauvaise période pour être paysan en Europe. Et ce qui se passe en 975, c'est en fait une révolution sociale. Il appelle ça la première révolution sociale en Europe. Et c'est le mouvement de la paix de Dieu. Et c'est très, très mal connu. Mais en fait, c'est les moines, d'abord de Cluny, avec la Vierge Marie devant, et le peuple derrière, qui commence à confronter les féodaux à leurs méfaits. Et qui disent stop, stop, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et l'Église va utiliser ça pour créer des contrats qu'on appelle les paix de Dieu. Et en fait, il y a trois règles, c'est très intéressant.
Donc, premier, faire l'amour et pas la guerre. Ah, C'est-à-dire que ça les, vient de là. Les hippies c'est-à-dire que n'ont rien inventé. non, non, les féodaux vont promettre, en fait, plutôt que toujours de faire la guerre, ils vont se marier. D'accord. Donc, ils vont un peu Ah oui, pacifier c'est les luttes ça. internes. Donc c'est à ce moment-là que les mariages de raison arrivent en fait. Voilà, voilà. Et donc en fait, c'est faire l'amour et pas la guerre, sauf que c'est pas du tout une histoire d'amour, c'est une histoire Voilà, d'intérêts qui sont faits par le mariage et pas par la violence. Super intéressant. voilà. Deuxième chose, c'est la primogéniture. Et donc, la primogéniture, c'est quand tu donnes tout au premier fils. Et ça, c'est très important parce que enfin, lui, il dit dans son bouquin que les sociétés qui font pas ça, souvent, ils s'effondrent. Donc, par exemple, quand quand tu partages tout, toujours, ben, à la fin, tu n'as que que des toutes petites entités qui ne sont plus capables de gérer un surplus. Et il y a même des théories que le génocide au Rwanda, c'est à cause de ça. Donc, il y a eu une sorte de hyper parcellisation de la terre et du coup, on peut plus en vivre et il y a des conflits et ça se finit par une guerre civile. Alors, quand tu as la primogéniture, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as une pacification à l'intérieur de la famille. Donc, il y a un fils qui continue la lignée et les autres vont soit travailler pour l'Église ou vont devenir guerriers. Et c'est ça qui va créer le surplus qui va créer aux croisades. Donc c'est quand, par exemple, les Mongols font la primogéniture, qu'il y aura Genghis Khan, tu vois. Oui, tout à fait. Donc c'est Tout à fait. ça qui crée ce surplus de jeunes agressifs J'ai qui oublié ne peuvent pas avancer dans leur propre le société. nom Et du gars, mais il y a Brain Rot Society, la Brain Rot Theory, qui dit qu'en fait, tu peux mesurer le niveau d'évolution d'une société par le nombre toujours plus faible, le pourcentage toujours plus faible de gens nécessaires à sa survie. Et donc, entre le nomade, chasseur-cueilleur, où quasi tout le monde allait chercher à manger, versus l'agriculteur, où c'est plus qu'une personne sur deux, versus l'agriculture moderne, où c'est 1%. Le reste de la oui, population, justement, est en train d'avoir du temps à faire autre chose, et donc on va arriver avec la vannerie, et puis le truc, et puis l'électronique, et puis le ceci, et puis le cela, et qui fait oui, que, voilà, c'est la concentration d'une capacité toujours dans moins de mains qui va oui, créer c'est le très truc. très intéressant, tout à fait. Et alors, donc, deuxième règle, la primogéniture. Donc, il va créer une pacification à l'intérieur de la famille et qui crée les conditions de la croisade. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les croisades ont sauvé l'Europe parce que les Arabes, ils étaient très forts, hein, et donc ils sont aussi venus jusqu'à Vienne. Et alors, il y avait les Hongrois et les Vikings aussi, hein. Enfin bon. On a toujours été un Alors, endroit. troisième règle, et ça c'était... donc en même temps, les féodaux ont promis de mieux traiter les paysans, donc ça c'était un plus. Mais ils ont interdit aux paysans de chasser. Et du coup, donc c'est premières enclôtures, mais c'est aussi ce qui a obligé les paysans à devenir plus productifs. Parce qu'ils avaient beaucoup moins de viande, et donc ils ont dû augmenter la productivité du grain, etc. etc. Et c'est ça qui a finalement créé les conditions pour les États-cités en Italie de reprendre du poil de la bête, et les villes sont revenues. Donc ça, c'est un pivot de l'histoire européenne qui est mal connu, mais c'est un livre très intéressant pour montrer. Et sur 70 ans, tu as des milliers de guildes qui se sont créées et des communs agricoles. Donc c'est par exemple aux Pays-Bas et en Belgique, il y avait une très grande densité de paysans libres, donc ils étaient déjà défédéralisés, mais ils ont fait des contrats des communs. Et en Suisse, pareil. Et c'est ça qui a créé après tous les pays qui ont pu se libérer et qui sont devenus des pays bourgeois parce qu'ils avaient déjà C'est tu vois, toute cette préparation qui c'est s'était faite. fondation, Voilà. tout à fait. Et donc là, donc ça c'est l'anecdote du 11e. On est toujours là-dedans. On revient sur le fil historique. Et donc, on en était où au niveau du fil historique? Est-ce qu'on était déjà sorti de l'époque nomade? Pas vraiment, hein, je pense. Donc, Euh, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est le premier auteur français qui vient d'écrire une histoire
de toute la civilisation islamique. Alors attends, un truc Euh, intéressant sur base de ton anecdote avant, donc Tanguy qui est passionné par les communs aussi, donc disait la primogéniture est bien analysée par Emmanuel Todd, mais ce n'est pas partout, famille nucléaire et tout ça, famille égalitaire plus ou moins en France, et alors il dit c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus d'entreprises familiales en Allemagne qu'en France. oui, alors j'ai lu Emmanuel Todd, mais il y a très très longtemps avec ses 7 groupes familiales, et moi je crois que c'est très intéressant. Et donc il démontre, ben là on est dans le moderne, hein, mais il démontre par exemple que les régions qui votaient staliniens et fascistes étaient des régions où il y avait encore la primogéniture, donc où l'hierarchie était normalisée, et tu avais vraiment un patriarcat très fort avec un père qui décide tout et après son fils aîné. Tandis que dans les régions qui ont fait la Révolution française et qui après ont voté social-démocrate et chrétien-démocrate, c'était les familles égalitaires. Donc où tous les frères et les sœurs étaient égaux et donc l'idéologie égalitaire était très présente. Donc ça c'est très intéressant, mais je veux dire que j'ai lu ça il y a très longtemps, donc je pourrais pas. Alors il y a un autre point intéressant chez Manuel Todd et qui est très controversé, mais qui est très intéressant. Donc nous, en général, on pense que d'abord, il y avait des familles complexes, et puis on a dégénéré dans le capitalisme vers la famille, euh, comment dire encore, Nucléaire. nucléaire. Et Emmanuel Todd, il dit le contraire. Il dit, ce qu'on voit, c'est que les familles complexes vivent aujourd'hui dans les régions périphériques et que les familles nucléaires vivent dans tous les cores, donc dans tous Les les. zones Et donc urbaines et ça veut les dire, centres voilà, et ça veut dire que civilisationnels. c'est venu après. Donc ces civilisés qui sont nucléaires. euh, euh, non, non, donc oui, là je suis un peu confus, mais donc ce qui veut dire, c'est qu'en fait, sa thèse, c'est qu'il y avait d'abord le nucléaire et ça s'est complexifié avec l'agriculturisation. Ça, c'est étonnant et à vérifier, mais c'est C'est une une des thèse, thèses de son bouquin. tout à fait. Et que donc dans les tribus nomades, en fait, c'était des familles nucléaires. Ils étaient en groupe, mais c'était des unités nucléaires Qui fonctionnait. qui fonctionnaient. Alors, donc attends, je vais me remettre dans le solo, voilà, pouf, dans le mode où on peut voir, donc la timeline. Ici, on a fait quelques petits passages par l'ère féodale, on est dans l'ère agricole. Est-ce qu'on a tout dit sur l'ère nomade? Euh, oui, alors je voulais te mentionner justement cet auteur sur les civilisations islamiques parce qu'il a aussi des choses intéressantes à dire. Donc, il part d'une lecture de Ibn Khaldun, qui était le premier historien dans le monde islamique qui a fait une vraie histoire, donc non mythologique, en expliquant les processus sociologiques. Et donc lui, il dit, et je trouve ça très intéressant, il dit, l'État ne peut pas vivre en même temps que les tribus. Donc le rôle premier d'un État, et donc d'un empire, c'est de désarmer le peuple. Donc tu vas avoir une petite couche armée, qui souvent justement sont les barbares qui sont invités dans l'Empire, qui maintiennent l'ordre. Tu as une couche dans les villes, mais c'est jamais plus que 2-3% de la population. Et donc on va désarmer le peuple. Et c'est ça qui crée la paix dans l'Empire. Donc la Pax Romana, donc c'est toujours le conflit vers l'extérieur avec d'autres empires et les barbares. Mais à l'intérieur, tu as une grande sphère de coopération où les gens ont confiance les uns dans les autres. Et donc, tu vas avoir des coopérations de plus en plus complexes. Alors ça, j'ai trouvé intéressant. Et par exemple, il explique que le début de la démocratie grecque, c'est aussi justement une grande réforme qui a cassé les tribus. Tout à fait. Alors, Donc, euh, donc là dans... où il y avait oui, des clans qui dominaient la Grèce avec la religion du feu, et donc il fallait maintenir le feu. Donc je crois que c'est avec Solon.
du coup, tu as eu des tribus artificielles. Donc, tu avais une ville, une agriculture et un accès à la mer. Et ça, c'était une tribu. Mais c'était plus des vraies tribus, c'était devenu des vrais territoires. Et donc, c'est ça qui crée l'État. Et l'État est donc pas compatible avec Le mode la vie tribal. tribale. Tout à fait. Et la même chose s'est passée en Chine. Donc, ça, j'ai aussi lu un livre là-dessus qui montre très bien comment en Chine, l'Empire chinois a détruit. Donc, c'est solidarité naturelle qu'il peut y avoir dans un système tribal. Et donc, évidemment, les citoyens deviennent dépendants de l'État et de cette redistribution par le haut qui est fait par l'Empire. Et c'est parfois vu aujourd'hui, par exemple, où on a un peu perdu les racines. Parfois, les gens critiquent l'État, et pour des raisons tout à fait légitimes, ceci dit parfois. En tout cas, dans un monde où la liberté nous apparaît comme un droit fondamental et tout à fait légitime. Mais en fait, sans le pouvoir de l'État, et donc d'une certaine façon sa capacité à l'exercer, il n'y a Oui. pas l'entièreté des bénéfices structurels dont on vit aujourd'hui, dont Non, allez, sans ces bénéfices structurels, la vie pour des gens comme nous pourrait paraître insupportable parce qu'on n'est pas programmé pour autre oui, chose en parce que fait. sans l'État, c'est quelque chose qui vient avec la société de classe. C'est-à-dire c'est inséparable. C'est-à-dire que dans le même temps, donc, donc il faut la paix dans la société. Et donc l'État, ce qu'il fait, c'est que les riches vont moins exploiter les pauvres. Il y aura des règles et des protections. Mais le contraire aussi, c'est que les pauvres ne peuvent pas exproprier les riches. Tout à fait. Donc en Mais fait, et là où il y a une on sorte est dans un spectre où l'extrême, c'est l'absence d'État, et donc le retour à la vie tribale avec la lutte entre tribus et tout son lot d'incertitudes, d'instabilité. Et de l'autre côté, c'est le truc hyper normalisé avec des inégalités complètement démesurées comme ce qu'on est en train de voir maintenant. Et ça non plus, c'est pas maintenable, quoi. Donc en gros, il faut comme c'est ça. d'habitude revenir dans la voie du milieu, comme disait Bouddha, Oui. pour essayer Et de... moi, personnellement, je crois que donc donc l'optimisme des anarchistes, pour moi, je suis pas anarchiste moi-même, et c'est parce que eux, ils croient que sans État, donc le peuple va pouvoir tout distribuer. Mais ce qu'on voit souvent dans la pratique, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que sans État, les forts sont encore plus forts, parce qu'il n'y a plus de loi. Et Bah, donc si là, tu tu regardes vois les libertariens, ce qu'ils proposent, ça veut dire que le mec, il n'y a plus que les milliardaires qui seraient capables de construire des infrastructures et de faire la ah loi oui, autour de leur infrastructure. Et donc on est complètement dépendant de l'éthique et... voilà, et il n'y a plus de neutralité, et c'est ça la féodalité en fait, hein. Et alors, je crois que le progrès social, en tout cas dans la modernité, c'est venu parce qu'on a socialisé l'État. Donc d'abord, tu avais un pouvoir personnel du roi, et puis petit à petit, c'est devenu une bureaucratie. Donc ça servait pas seulement le roi, on va dire toute l'élite. Et puis il y a eu les révolutions bourgeoises. Donc c'était pour tous les gens qui avaient la propriété. Et puis il y a les mouvements sociaux, les ouvriers, les mouvements des femmes, qui ont dit non, non, c'est pour tout le monde, tu vois. Donc ce qu'on a fait, c'est on a socialisé l'État. Et c'est ça qui a fait le progrès, qu'on a la médecine gratuite, qu'on a l'éducation gratuite, enfin, de retour de moins en moins maintenant, mais en tout cas, pendant un certain temps, c'est parce qu'on a socialisé l'État. Et la question, évidemment, c'est est-ce qu'on peut continuer comme ça? Ça, c'est tout à... Donc, il y a des théories qui, donc, on appelle ça démocratie, donc, qui prétendent que la démocratie est uniquement possible dans des économies en croissance. Ah oui, donc Parce que là, ça c'est on intéressant, peut effectivement. distribuer. Par contre, quand on va en arrière, chacun essaye de garder le plus possible pour soi. Et donc là, on entre dans une sorte de dérèglement de la démocratie, en fait. Super intéressant. Et donc, alors moi, ce que je pensais aussi à terme, mais bon, là, c'est plus un délire de science-fiction, mais de pouvoir faire un état fort, mais impersonnel. Donc, par exemple, un comité de direction qui, lui, est hyper démocratique et ouvert,
qui programme les règles d'exécution. Donc, tu vois, l'exécutif ne serait plus Oui, humain, mais serait un rule-based system fait par une AI, par exemple. c'est ça. Et donc, tu peux, toi, Oui, décider et ça c'est démocratiquement le ce que tu vieux mets rêve. dedans. Ça, c'est le vieux rêve de la technocratie. Alors, pas le genre, pas dans le sens technocratie, donc le règne des gens techno, enfin, des gens qui ont l'expertise, mais technocratie, c'est une philosophie politique qui est, je crois, qui vient surtout des années 30 et où les gens ont commencé à rêver d'exactement ce que tu dis. Et les communautés blockchain, c'est essentiellement ça. Eh ben, écoute, j'attendais que tu aies fini de C'est, dire, Tanguy dit un état oui, fort et impersonnel. Est-ce que ce ne serait pas la blockchain et ses smart contracts? ah ben, c'est une des hypothèses que je prends au sérieux. Et en Donc fait, moi, d'un côté, j'ai une vision un peu différente. Oui. il y a la Donc moi, blockchain j'ai et une de vision l'autre un peu côté, différente. le Moi, je technophile. parle des magistères du commun. Pardon. Non, Mais non, je t'en prie. vas-y, Il je y a les t'écoute. 3 secondes et demie de lag qui font qu'à chaque fois Oui, Non, je dis donc d'un côté, il y a donc potentiellement cette histoire de décentralisation et de blockchain, et donc on va arriver sur le magistère des communs. Et là où on est en train d'aller, si les choses continuent ici, c'est plutôt sur un techno-féodalisme ou ce qu'on appelle le néo-féodalisme, où les ultra-riches redeviennent les seigneurs et ce seront les seuls, après avoir mis les États en faillite, à être capables d'exercer un pouvoir fort et de créer des infrastructures. ouais, très bien. Alors, tu vois, le Global Reset, hein, donc il y a beaucoup de conspiracy, il y a beaucoup Tout de à gens fait. Great Reset qui de sont Klaus très Schwab. forts dans le fantasmatique, mais en fait, pour moi, la vérité du Global Reset, c'est ce modèle Public-Private Partnership. Donc c'est Donc, c'est la l'élite. tentative de prise en main des infrastructures étatiques par les nouveaux seigneurs. Voilà. Mais en coopération avec des institutions publiques, mais qui sont comment dire, phagocytées par les intérêts privés. Et pour moi, ça, c'est le modèle de Bill Gates, de Soros et tout ça. C'est qui est déjà beaucoup hein, le système aujourd'hui, mais qui veulent encore renverser, mondialiser complètement. Et alors, éventuellement, ils vont travailler avec les grandes ONG qui font déjà partie du système, mais ça exclut le peuple. Et donc, le paradoxe aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on a un capital transnational, on a un système étatique international, mais qui est en train de s'affaiblir. Et ce qui manque complètement, c'est le civisme translocal et transnational. Et à mon avis, c'est à ça qu'on doit travailler. Et là, la blockchain a son rôle. C'est-à-dire que, donc, on, on est déjà passé peak globalization. Et tous les chiffres montrent qu'on est déjà dans une ère descendante par rapport à la globalisation. Alors, donc il y a une sorte de relocalisation qui se met en route, c'est une recontinentalisation, une renationalisation et une relocalisation. Et il y a une pression vers le bas. Tout à fait. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, évidemment, c'est comme les ressources deviennent de plus en plus rares, c'est que ce modèle de compétition interétatique et qui n'est pas du tout équilibré, il mène à la guerre. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc le modèle cosmolocal, c'est de dire il faut relocaliser, mais il faut garder une unité au niveau de la culture et de la technologie, de la science, etc. Et l'intermédiation doit se faire par ces nouveaux systèmes de moi, ce que j'appelle les néo-guildes et les systèmes blockchain et ce que j'appelle les magistères des communs. Donc Voilà, c'est un justement, j'allais nouveau te type relancer dessus. d'institution, oui, un nouveau type d'institution qui opère au niveau planétaire pour protéger les ressources, pour protéger la vie, pour protéger les grands équilibres écologiques, pour éviter la guerre, etc., etc., mais qui n'est pas contrôlé ni par le monde de la finance, ni par l'international, mais qui est multi-stakeholder, mais avec le peuple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et je crois que dans ce cadre-là, on peut imaginer des systèmes de plateformes, de blockchain, etc. Et donc, tu as par exemple au niveau monétaire, tu as la monnaie locale, qui est le territoire. Tu as la monnaie nationale, parce qu'il y a encore, les États ne vont pas mourir demain. Donc, il y aura encore des États-nations. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais
au fur et à mesure que la droite populiste gagne, il y a un regain de vie de l'État-nation. Hongrie, Pologne sont des pays qui se refocalisent sur l'État-nation et qui renforcent les structures de l'État-nation. Alors Tanguy toujours, qui va Et finir par monter dans le live avec oui. moi s'il continue, hein. Je préviens. Attends. Et donc, je suis désolé, je dois absolument faire un truc, je me mute. Donc Tanguy dit, est-ce que les néo-guildes ne sont pas la résistance d'une classe moyenne face au pouvoir absolutiste, comme ce fut le cas au Moyen Âge? Je sais pas, je dis ça comme ça, une hypothèse. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, donc, tu as l'Internet. Et dans les pays du Sud, l'Internet est utilisé pour les pauvres pour monter. Donc, il y a toute une. En Thaïlande, c'est flagrant. Tu vois, il y avait une industrie textile qui a été détruite d'abord par les Africains et puis par les Chinois. Et ben, tous les enfants des manias, enfin, qui avaient donc du textile dans leur famille, ils ont créé plein de petites entreprises et un système distribué ou fast fashion. Et donc, chaque mall en Thaïlande a un étage complet où il n'y a que des jeunes qui vendent des habits et c'est produit localement. Ah oui. Tu vois? Très intéressant comme modèle. Et moi, je crois que la blockchain, c'est pareil. Tous les gens qui sont libertaires aujourd'hui et qui. C'est des gens qui essayent d'obtenir une autonomie par rapport à l'État, par rapport au déclin économique, qui essayent de se protéger. Et moi, je vois cette force comme une sorte de médiation. Donc, il y a une relocalisation. Mais ça, c'est bien au niveau donc moins de moins d'utilisation de ressources, mais en même temps, il y a le danger d'une fragmentation. Et donc le peuple intermédiaire, c'est ces néo-guilds. C'est des gens qui sont en même temps liés dans leur makerspace et dans le tissu géographique, et qui sont en même temps liés avec ces nouvelles communautés virtuelles. Et donc le monde de demain, c'est un monde où il y a encore du géographique, ça ne va pas disparaître, et en même temps, tu as une couche virtuelle qui se met dessus, et donc qui va s'hybridiser. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Moyen Âge. Donc oui, Tanguy, tu as tout à fait raison. Donc au Moyen Âge, tu avais une fragmentation géographique, mais tu avais une idéologie commune, l'Église catholique, et tu avais les guildes qui voyageaient pour faire les cathédrales gothiques, etc. Et, qui, et les cisterciens, et tous ces gens-là étaient organisés au niveau européen. Ouais, ouais, ouais. Et, Euh, et c'est un très bon modèle pour imaginer le futur. Tout à fait. Alors ça aussi, on va essayer de faire. Alors je dis ça, on va essayer de faire parce qu'il est 2h moins 8 et décidément, je n'aime pas avoir des contraintes de temps sur Twitch, donc je vais essayer aussi d'aménager les horaires pour qu'on puisse. Je pense que pour les prochaines fois, on peut peut-être même envisager de bouger un peu l'horaire pour commencer plus tôt, parce qu'en fait, soyons clairs, hein, donc Michel il est en Thaïlande, donc il n'a pas de contrainte de temps, mais lui il est quand même déjà beaucoup plus loin dans la soirée, et donc c'est comme quand il est 11h, 11h30, à un moment le live il commence à fatiguer un peu. Donc voilà, je me dis, parce que effectivement j'ai l'impression que nos moments sont un peu brefs quand on les met, donc on peut peut-être trouver le moyen. J'ai l'impression qu'en fait on est à peine chaud, tu vois. Me dit là, on commence à être motivé. Donc, Tanguy, si tu es prêt à monter dans le live pour les prochains, je pourrais trouver que ce serait franchement intéressant qu'on le fasse. De deux, donc Tanguy qui parlait de la blockchain disait la blockchain va donner un coup de feu au microcrédit. On l'a vu hier chez Davanac. Alors hier, Damien Van Acter, qui est dans l'innovation média et qui travaille notamment avec une chaîne de télé d'info continue en Belgique qui s'appelle Hélène 24. On a fait un live. Il a fait un live sur sa chaîne pour présenter un projet où la chronologie des médias est inversée. Et donc, on part non plus des contenus télé qu'on pousse sur Internet, mais on prend la richesse d'Internet pour créer du contenu qui va partir en télé. Et c'est un pilote d'une émission qui s'appellerait Internet expliqué à tes parents. Le premier numéro, c'était sur la blockchain. Alors clairement, ça a été préparé, il y a un engagement de la communauté qui a aidé à préparer l'émission, qui est venu mettre, mais en 3 heures de temps, ils ont levé 16 500 $.
via un portefeuille Ouais. blockchain, c'était assez bluffant. Donc, Oui, et il y a quand même beaucoup de changements maintenant, hein. Donc, moi, je marque deux choses pour le moment. C'est que, donc, tu vois, le cable news, il est en déclin, hein. ouais, Donc, CNN et tout, ils ont perdu, ils sont encore à 400 000 personnes, hein, qui regardent les émissions. C'était 3 millions il y a 6 7 ans, tu vois. ouais, Et par contre, les Joe Rogan, les Tim Pool, ils ont des millions de personnes. Et donc, hier ou avant-hier, il y a pour la première fois un grand journaliste de Fox News qui est allé chez CNN, non pas pour travailler pour la télévision, mais pour leur nouveau streaming service sur le net. ouais. Donc, il commence à se dire, on doit aussi aller Si on veut pas faire comme les mourir, autres. si on veut pas Et ça, mourir, c'est quand même une transition extraordinaire. Et alors, le deuxième élément, c'est quand même qu'avec Patreon et Substack, le modèle de Kevin Kelly qui parlait de 1000 True Fans, aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vivent de leur travail en ligne et qui gagnent de l'argent avec des abonnements, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Et tout ça, c'est quand même, ça fait partie des grands changements qu'on avait clairement. prédits avec Internet et bon, ça prend un certain temps. Et la blockchain, c'est quand même C'est la loi 1 trillion de d'Amara, hein. dollars, hein. Tout à fait. C'est la loi d'Amara. On surestime les effets de la technologie à court terme et on les sous-estime à long terme, hein. Oui, c'est ça. Et c'est notamment à cause de notre vision linéaire et de la tendance exponentielle du changement technologique. Et donc on a tendance à avoir une ligne comme ça, alors qu'en fait, elle est, elle est comme ça. Donc comme ça, et puis comme ça. Oui, Donc à oui, finir à un moment pas passer. le hockey Tout à fait. stick. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire moi? Donc Michel, donc on arrive doucement au bout du temps parce que malheureusement je ne sais pas tirer en largeur. Je trouve ça bien dommage parce que j'ai l'impression qu'on est à peine chaud. Pour info les amis, mais je vais communiquer plus correctement. J'avoue que j'ai une période un peu complexe. Le prochain rendez-vous avec Michel, c'est le 6 janvier. Et là, je me demande si ce serait pas une bonne idée qu'on démarre un peu plus tôt. Pour toi, peut-être que c'est même encore mieux, Michel, parce que tu n'es pas obligé de Moi, tirer dans je la... peux m'adapter. Oui, je travaille à la maison, donc je peux m'adapter. Et je me dis, et comme ça, on prend un peu plus de temps et on a le temps de vraiment rentrer dedans. Et si Tanguy est d'accord, je me demande si Tanguy, tu ferais pas bien de venir avec moi, parce que les communs te passionnent et ça a l'air... Enfin, tu m'as l'air quand même un tout petit peu savi sur le sujet, donc je pense qu'il pourrait y avoir de bons allers-retours et Tanguy pourrait certainement faire des renvois de balles qui soient certainement intéressants pour dynamiser la conversation et venir monter la somme d'infos qu'on peut récolter dans un temps donné. Alors, Euh, la prochaine fois, j'aimerais parler aussi de 1968 et tout ça, hein. Donc, Tout à fait. Ah ben oui, mais on va y parler arriver, on va y arriver. Mais mon la idée, conjoncture actuelle. on- Et alors, j'ai commencé une lecture de Spengler, Le déclin de l'Occident, c'est très fascinant. Donc, je voudrais écoute, un peu parler aussi de ces welcome. Mais grands macro-historiens. c'est pour ça que je voulais qu'on se contraigne moins. On avait à la base décidé un nombre fixe d'interviews. Et je me dis, en fait, c'est dommage parce que soit on fait sauter la contrainte de temps par interview et on dit tout ce qu'on a à dire sur le truc et puis on s'arrête. Mais c'est compliqué vu le timing voilà, toi t'es en Thaïlande, nous en Belgique, du coup en journée dans les business days, pour moi c'est plus complexe de m'aménager un gros temps et pour toi il est tard. Et donc je me dis, bah, peut-être qu'on peut simplement, comment dirais-je, dénombrer le plus d'épisodes. Donc on peut peut-être essayer de gagner une heure en démarrant à 11 heures temps belge pour faire une heure de plus peut-être, ou même encore un peu avant. Et on peut aussi se dire, bah, écoute, on n'est pas obligé de courir ou de sauter dans les raccourcis. Si on a besoin d'une interview en plus, on fait une interview en plus. Et puis à Ça un ne me moment, dérange pas. on aura tous les contenus, et une fois qu'on aura tous les contenus, on transcripte, on fait ce soit des vidéos, des visus, on verra bien le format que ça prendra. Mais je trouve ça très intéressant en tout cas.
Voilà, voilà. Alors, rendez-vous le Bah, 6 écoute, merci, janvier, hein, les ouais. amis. Mais merci à toi, Michel. C'est toujours un plaisir. Les anecdotes de tonton Michel, parce qu'en plus, tu as toujours une somme de références et d'anecdotes et de petites histoires qui donnent du sens et de la clarté à la grande, que je trouve toujours très intéressant. Donc, c'est vraiment toujours un plaisir que d'échanger avec toi. Donc voilà, messieurs, dames, le prochain rendez-vous, ce sera mardi à 20h30 pour discuter préparation des émissions et format. Oui, je sais, tout à fait. Je dois absolument faire des efforts dans ma communication. Je dois absolument faire, voilà. Mais je dois dire que je manque de chance et j'ai toujours une actualité. Pour l'instant, qui tombe le jeudi midi. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il faut que je change de jour, parce que à chaque fois je le mets là parce que c'est un jour où ça me paraît bien, et à chaque fois c'est l'explosion. Mais mes cours vont s'arrêter, il y a plein de choses qui vont changer, donc ça va aller mieux. Voilà. Michel, merci à Salut toi, Cap, prends ton cap. et ben écoute, à tout bientôt alors. On se Oui, voit le oui, 6 oui, 6 janvier. janvier. Tout Très à bien, fait. très bien. Moi, je passais quelques jours dans la montagne ici à Chiang Mai. Ah ben Ça va écoute, me faire du bien. profite bien de tes congés et de la montagne, et on se voit plus tard alors. Ok. Salut Allez, Michel. ciao. Ciao, ciao. Et pour le reste de la communauté, nous allons raider. Alors, où est-ce qu'on va raider? Nom d'un petit bonhomme. Alors, on va raider chez qui? Tagadagadagadak. Ah merde. J'ai fait un petit mouvement, un faux mouvement, sorry. Hop, voilà, je reviens là. Alors, où est-ce qu'on va raider? Hmm. Bonne question. Si quelqu'un a une proposition. Salut à tous. Alors, boum boum boum. Il y a Kémile. Est-ce que elle est... Non, elle n'est pas là. Dommage. On va aller à Bout du rouleau. Tiens, je ne sais plus pourquoi je l'ai follow. Donc, à mon avis, c'est que j'aime bien ce qu'il fait. On va aller chez Bout du rouleau. Tiens, alors, aucune idée de ce qu'il fait. Mais on va aller là-bas. Et Voilà. moi, je m'en vais alors. Je Ah ferme. oui, pardon, oui, ça. Oui, oui. Oui, Moi, oui, je suis toujours Michel, là parce bien que je sûr. n'osais pas. Non, non, je t'en prie, vas-y, Ouais. tu peux fermer. Ok, ok, ok. Ouais, ciao, hein. Ciao. Ouais, salut Michel, salut, salut. Ciao. Ciao, 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 ciao. Donc voilà, je l'avais mis en background et du coup je ne l'avais pas vu et c'était fort drôle. Pas d'idée, moi je vois bien bouquiner. Pas d'idée, moi je vais bouquiner et me remettre de ma troisième dose. Ah ben voilà, t'as déjà fait ta troisième dose. Moi j'essaie de voir, j'espère un update Omicron avant. Bon, salut tout le monde, à plus plus. On se voit mardi, hein, mardi soir comme d'hab. Ciao ciao, à bientôt.